Et si l'Afrique, pour la première fois, refusait de tendre la main à l'Occident? Imaginez, un pays qui ose dire non aux prêts, non aux subventions, non aux conditions imposées depuis des décennies. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré vient de poser un acte inédit. La distribution de 764 engins de chantier, flambant neufs, attribués à chaque région, financés sans un seul franc venu de l'étranger. Ni prêt du Fonds monétaire international, ni subvention de Paris ou Washington. Ce n'est pas une promesse, c'est un geste. L'État burkinabé claque la porte à la dépendance, choisit de miser sur ses propres forces pour bâtir son avenir. Un coup de tonnerre dans le silence africain. Chaque machine déposée sur la terre rouge du Burkina n'est pas qu'un outil, mais un drapeau, celui de l'émancipation. Ici, plus question d'attendre la générosité conditionnée de l'Occident. Le pays se lève et décide de tracer ses routes, relier ses villages, créer ses emplois, par lui-même et pour lui-même. Ce projet n'est pas qu'affaire de béton ou de goudron. Derrière chaque chantier se joue une révolution silencieuse, celle d'un peuple qui ose croire en sa capacité à reprendre le contrôle de ses ressources, à reconstruire la confiance entre État et citoyens. Mais ce pari est risqué. Refuser l'aide extérieure, c'est marcher sur un fil, réussir, ou retomber dans l'ombre des anciennes puissances. Tout l'avenir du pays, peut-être même du continent, se joue dans cette audace. L'Afrique observe, suspendue à ce choix. Car au-delà des routes, c'est peut-être sa propre renaissance qui commence ici, au cœur du Burkina Faso. Comment ce mouvement inédit a-t-il germé? Et le Burkina Faso parviendra-t-il à transformer cette ambition en réalité? Pour comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut revenir sur les origines du projet et la vision de ses artisans. Des décennies de dépendance. Mais pourquoi? Comment l'Afrique, riche en or, pétrole, esprit brillant, s'est-elle retrouvée piégée dans la spirale de l'aide occidentale? Dès les premiers jours de l'indépendance, la majorité des États africains sont tombés sous la coupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des grandes puissances. Derrière le masque de l'assistance, leurs règles ont imposé une soumission. Des dettes écrasantes, des choix économiques dictés de l'extérieur. Le prix à payer a été immense. Des millions de familles plongées dans la misère, alors que les richesses du sol, or, coton, pétrole, s'envolaient sans bénéfice pour la population. Routes, hôpitaux, écoles, construits grâce à des fonds étrangers, se sont parfois effondrés en quelques années, faute d'entretien, d'expertise locale ou de suivi réel. Prenons un exemple concret. En République démocratique du Congo, de grands barrages et réseaux routiers financés par l'étranger sont tombés en ruine après moins d'une décennie, faute de transmission de savoir-faire local ou d'entretien par des équipes nationales. Résultat, des milliards engloutis dans des infrastructures fantômes. Pourquoi cette dépendance a-t-elle duré aussi longtemps? Une des raisons majeures, la complicité de dirigeants africains véreux. Beaucoup ont préféré leur fortune à l'avenir de leur peuple, signant des accords iniques pour s'enrichir à l'étranger. À chaque élection, un souffle d'espoir. Mais la corruption et la soumission étrangère étouffaient toute renaissance. À l'international, cette réalité a forgé une image humiliante, celle d'une Afrique à genoux, éternellement assistée, incapable de s'émanciper. Les médias occidentaux ont entretenu ce cliché, condamnant les peuples africains à n'être que spectateurs de leur propre histoire. Pourtant, derrière ce tableau sombre, l'enjeu est vital. Continuer sur cette voie, c'est accepter la pauvreté, l'humiliation, et condamner une génération entière à l'exil ou à la résignation. Chaque année de retard, c'est une jeunesse en fuite ou en colère, privée de dignité et d'avenir. Mais ce cercle vicieux n'est pas une fatalité. Certains pays tracent déjà une nouvelle voie. Comment, par exemple, le Burkina Faso a-t-il osé défier le système et prouver qu'une autre Afrique est possible? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a lancé une révolution pacifique inédite. En s'appuyant uniquement sur ses ressources nationales, il a ouvert la voie à une indépendance véritable. Quand l'indépendance devient œuvre commune, et non simple promesse. La révolution de Traoré n'a jamais été un slogan creux. Dès les premiers instants,
la distribution de machines dans chaque province a fait naître un élan populaire inédit. Jeunes, anciens, ouvriers, ingénieurs. Tous se sont mobilisés pour apprendre à piloter, entretenir et exploiter ces nouveaux outils. Les villages, longtemps habitués à l'attente de secours extérieurs, sont soudain devenus des foyers d'effervescence. Les formations techniques, dispensées au cœur des communautés, transmettaient un savoir-faire précieux qui resterait au pays. Pour illustrer cette dynamique, prenons le cas du village de Koudougou. Jadis enclavé, il dépendait de pistes impraticables, isolant ses agriculteurs. Grâce aux machines, une route a été construite en quelques mois. Désormais, les producteurs de coton et de mangue peuvent écouler leurs marchandises jusqu'à Ouagadougou, doublant leurs revenus et créant des emplois dans la logistique locale. Mais le chemin vers l'autonomie était semé d'embûches. L'opposition politique, rejointe par les élites corrompues, s'est acharnée à freiner l'élan collectif. Rumeurs, sabotage, division. Tout était bon pour fragiliser le mouvement. Dans certaines régions, des groupes armés, financés dans l'ombre, faisaient régner la peur. Chaque nuit, les travailleurs se demandaient si, au matin, ils pourraient continuer l'ouvrage. Cette résistance n'est pas sans rappeler celle rencontrée par Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, dans les années 80. Lui aussi avait tenté de rompre avec l'aide occidentale et de valoriser l'autosuffisance. Mais, face à la pression internationale et aux oppositions internes, sa révolution avait été brutalement stoppée. Aujourd'hui, Traoré marche sur ses traces, mais en apprenant des erreurs du passé. Au-delà des frontières, les grandes puissances occidentales observaient d'un œil lourd de menaces. Pression diplomatique, économique, médiatique, tentatives de déstabilisation, désinformation, menaces de sanctions. Leur objectif était limpide, prouver que le Burkina Faso ne pouvait survivre sans l'aide de ses anciens partenaires. Pourtant, la détermination populaire ne faiblissait pas. Sur le terrain, l'action surpassait les discours. Chaque semaine, des dizaines de kilomètres de routes voyèrent le jour. Les bourbiers d'autrefois devenaient des artères de développement, reliant marchés, écoles et dispensaires. Les chantiers offraient des milliers d'emplois aux jeunes, qu'ils soient ingénieurs en herbe ou simples manœuvres. Ces emplois, loin d'être précaires, permettaient à chacun de contribuer pleinement à la reconstruction nationale. À titre d'exemple, dans la région de Fadan-Gourma, la création d'une nouvelle route a permis l'installation de marchés hebdomadaires. Les commerçants locaux, autrefois contraints à des déplacements de plusieurs jours, peuvent désormais vendre leurs produits en quelques heures de trajet. Cette dynamique a fait émerger de petites entreprises de transport, de restauration et même des ateliers d'entretien de véhicules. Mais les routes n'étaient pas que du bitume. Relier les villages, c'était unir les peuples. Une route, c'est la promesse que plus personne ne sera isolé. C'est la possibilité pour chaque Burkinabé de vendre ses produits, d'envoyer ses enfants à l'école, de rejoindre l'autre bout du pays. C'est la confiance retrouvée, le sentiment d'appartenir à une nation qui avance, porté non par l'argent venu d'ailleurs, mais par la force d'un engagement collectif. Pourtant, cette révolution constructive reste fragile. Si le projet échoue, si les routes ne s'achèvent pas, le pays risquerait de retomber dans la dépendance. La crédibilité du modèle africain serait menacée, l'emprise étrangère renforcée. La fierté retrouvée pourrait se muer en désillusion et les rêves d'autonomie s'éteindre. Mais l'élan populaire ne faiblit pas. Un nouveau défi se profile, mettant à l'épreuve la solidarité nationale. Succès isolé ou détonateur d'une vague continentale. À Ouagadougou, Bamako, Dakar, la question traverse toutes les conversations, nourrissant espoir et doute. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la présidence, la révolution infrastructurelle bouleverse le Burkina Faso. En quelques mois seulement, des milliers de kilomètres de routes relient enfin des villages longtemps oubliés. Tout ce réseau, bâti sans le moindre franc venu de l'étranger, transforme le quotidien. Les agriculteurs peuvent désormais atteindre les marchés, la production locale explose, l'exode rural ralentit spectaculairement. Les jeunes, hier tentés par l'exil, restent bâtir chez eux, portés par une énergie nouvelle. Ce modèle fait tache d'huile.
Au Mali, au Niger, au Tchad, des responsables observent avec fascination. Ils se pressent pour visiter les chantiers, dialoguent avec les ingénieurs burkinabés, envisagent d'adopter cette méthode fondée sur l'autonomie et la valorisation des ressources nationales. Plusieurs sommets régionaux s'organisent, les pays du Sahel échangent savoir-faire, joignent leurs forces, rêvent d'une solidarité nouvelle. Par exemple, en octobre 2025, une délégation malienne s'est rendue dans la région de Bobo-Dioulasso pour étudier la gestion communautaire des machines. Quelques mois plus tard, le Mali lançait à son tour un projet pilote de route locale, en s'inspirant du modèle burkinabé. Mais l'élan s'accompagne de résistances féroces. Les anciens groupes d'intérêts, politiques ou économiques, voient leur emprise menacée. Les attaques verbales fusent, les campagnes de désinformation se multiplient, les pressions étrangères redoublent. Pire encore, certains groupes terroristes, inquiets de perdre leur contrôle sur des zones enclavées, sabotent les projets, cherchent à semer la peur. Sur le plan économique, la volatilité mondiale pèse. Les prix du coton, de l'or, des matières premières varient sans cesse, menaçant la stabilité des financements. À l'intérieur, des débats s'enflamment. La gestion des bénéfices, la répartition des retombées, tout devient sujet de contestation. Pourtant, la majorité des Burkinabés reste soudée, portée par des résultats tangibles et une dignité retrouvée. Ce laboratoire africain fascine le continent. Le destin du modèle burkinabé reste suspendu. S'il tient, il pourrait devenir le phare d'une Afrique indépendante, fière de ses talents. Mais s'il échoue, sous la pression des divisions internes ou des influences étrangères, il risquerait de renforcer la domination extérieure et le scepticisme sur la capacité africaine à se transformer. Pourtant, partout, un souffle d'entraide se lève. Ministres, ingénieurs, agriculteurs se retrouvent pour partager conseils, machines et innovations. Des réseaux d'experts se créent, des comités de suivi émergent. Une jeunesse panafricaine rêve enfin d'une coopération accrue. Les images des cérémonies burkinabès circulent, devenant symbole d'un continent debout. L'histoire regorge d'exemples où des initiatives locales ont bouleversé le destin d'une nation. Pensons à l'Inde, qui, après l'indépendance, a misé sur l'agriculture locale et les micro-entreprises encadrées par la communauté. Ou encore à la Corée du Sud, qui, dans les années 50, alors l'un des pays les plus pauvres du monde, a décidé d'investir massivement dans l'éducation technique et les infrastructures nationales. Aujourd'hui, ce pays est une puissance mondiale, preuve que l'autonomie et la persévérance peuvent tout changer. Mais le chemin reste ardu. Les défis, eux, semblent sans fin. L'Afrique saura-t-elle transformer cette expérience en véritable renaissance? L'autonomie n'est jamais donnée. Elle s'arrache, jour après jour, dans l'unité, la vigilance et l'invention commune. La réponse se joue maintenant, à l'heure où toute l'Afrique regarde, suspendue à l'issue du pari burkinabé. Les prochains jours pourraient bien décider du sort de toute une génération. Et si la vraie puissance jaillissait d'en bas? Si la transformation la plus radicale ne se décidait ni dans les palais, ni sous les drapeaux, mais dans chaque foyer, chaque village, chaque main qui construit la vie quotidienne. L'histoire récente du Burkina Faso nous le murmure. L'avenir de l'Afrique ne repose ni sur des promesses étrangères, ni sur des miracles venus d'en haut, mais sur un modèle nouveau que chacun porte en soi. Première clé, l'éducation technique. Apprendre à utiliser une machine, réparer un moteur, inventer pour l'agriculture ou l'énergie. Voilà comment chaque jeune, chaque femme, chaque ancien devient bâtisseur de son futur. À Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, des milliers de jeunes découvrent que la technologie n'est plus réservée à l'Occident. Ici, tout le monde peut devenir ingénieur, tout le monde peut innover. Par exemple, dans la commune rurale de Zignaré, un centre de formation a vu le jour grâce à la mobilisation des femmes. Elles ont appris à manier bulldozer et niveleuse, et aujourd'hui, elles encadrent les travaux de terrassement, brisant les stéréotypes de genre et ouvrant la voie à une nouvelle génération d'ingénieurs africaines. Deuxième force, la solidarité entre communautés. Au Burkina Faso, construire une route, irriguer un champ, lancer un projet n'est jamais l'affaire d'un seul. Les villages s'unissent, partagent les machines, s'épaulent pour entretenir, réparer, inventer. Le changement durable naît dans l'union, la confiance, l'entraide,
non dans l'attente d'un sauveur extérieur. Un scénario concret. Dans la région du centre-sud, plusieurs villages ont mis en commun leurs engins pour creuser un barrage d'irrigation. Cette infrastructure, gérée collectivement, a permis d'augmenter la production maraîchère de près de 50% en une seule saison. Les bénéfices sont partagés équitablement, ce qui renforce la cohésion et la confiance entre communautés. Troisième pilier, la réinvention des coopératives agricoles. Les anciens transmettent leur savoir, les jeunes apportent leur énergie. Ensemble, ils créent des coopératives pour transformer le manioc, le maïs, le coton. Ils innovent, exportent, partagent les fruits du travail. L'Afrique retrouve la fierté de ses racines et la capacité d'adapter ses traditions aux défis d'aujourd'hui. Prenons l'exemple de la coopérative de Dédougou, qui a mis en place une petite usine de transformation de noix de karité. Grâce à la nouvelle route, les femmes peuvent acheminer leurs produits jusqu'à la capitale, doublant leurs revenus et investissant dans la scolarisation des enfants. Il y a aussi l'audace d'investir dans l'énergie renouvelable et la technologie locale. Plutôt que d'attendre l'électricité d'ailleurs, des villages installent des panneaux solaires, créent des microcentrales, développent des applications mobiles pour gérer les récoltes ou vendre les produits. L'autonomie énergétique devient réalité et, avec elle, la liberté de choisir son destin. Illustration. Le village de Pau, grâce à une initiative locale, a équipé ses écoles et centres de santé de panneaux solaires. Résultat, une baisse des coupures d'électricité de 90% et une hausse de la fréquentation scolaire, car les élèves peuvent désormais étudier le soir. Mais tout cela exige un basculement intérieur. Il faut briser la résignation, cesser de penser que c'est impossible ou que l'Afrique ne peut pas. Chaque route construite, chaque école ouverte, chaque entreprise locale, c'est une victoire contre le fatalisme. Passer de la honte à la fierté, de la plainte à l'initiative. Voilà la vraie révolution. Pour ceux qui doutent encore, regardons l'histoire proche du Rwanda. Après le génocide, ce pays ruiné a choisi de miser sur la reconstruction par l'effort collectif, la formation locale et la valorisation des ressources nationales. Aujourd'hui, Kigali est l'une des capitales les plus propres et dynamiques du continent, preuve que la transformation est possible si elle est portée par la population. Si nous ratons ce tournant et restons spectateurs, la chance d'une émancipation collective s'évaporera. Toute une génération risque de n'avoir pour horizon que l'exil ou la désillusion. Mais si nous choisissons l'action, le partage, la solidarité, nous ouvrirons la voie à une Afrique forte, fière et souveraine. Une telle transformation ne se décrète pas. Elle se construit, pas à pas, dans chaque décision quotidienne. La suite nous révélera comment ce modèle inspire déjà d'autres pays africains. L'Afrique n'a plus à attendre son heure. Elle la crée. À chaque route posée au Burkina Faso, à chaque chantier, chaque main burkinabé au travail, résonne un message ferme. Désormais, nul besoin d'autorisation pour rêver, ni de tutelle pour agir. L'Afrique ne patiente plus. Elle forge son avenir, ici même. Regardez le Burkina Faso. Ce pays qui, il y a quelques années, dépendait presque entièrement de l'aide étrangère, ose aujourd'hui bâtir avec ses propres forces. Aucun franc d'institution internationale, aucune condition dictée de l'extérieur. Cette révolution silencieuse, c'est la reprise en main des ressources, du savoir, de la dignité. La souveraineté n'est plus un mirage, mais une réalité qui se construit. Mais le danger guette. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. Si nous attendons toujours le feu vert ou l'argent venu d'ailleurs, nous perdons bien plus que des financements. Nous abandonnons notre voix, notre identité, notre futur. Les enjeux sont immenses, choisir l'autonomie ou subir une tutelle sans fin. Le modèle burkinabé, fondé sur la formation locale, la gestion communautaire, la valorisation des richesses du sol, doit maintenant s'essaimer. Chaque route tracée, chaque village relié, chaque emploi local créé par cette méthode indépendante est une victoire sur la résignation. Nos enfants, demain, arpenteront ces routes non pour fuir, mais pour bâtir leur avenir. Déjà, la réussite burkinabé inspire le Mali, le Niger et d'autres voisins. Mais la transformation ne prendra toute son ampleur que si chacun s'en empare, à sa mesure.
l'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, mais de peuples debout, qui osent refuser la dépendance, qui reprennent la main. À vous qui écoutez. Et si la prochaine route, la prochaine grande décision, émanait de vous? Chacun peut jouer un rôle, même modeste. Se transformer, c'est refuser la corruption quotidienne, valoriser l'effort collectif, se former, s'engager. Ensemble, seulement ensemble, nous écrirons le prochain chapitre de cette renaissance. Pour agir, voici quelques étapes concrètes à la portée de tous. Rejoindre ou créer une association locale dédiée à la formation technique ou à l'entretien d'infrastructures. Initier des projets de microfinance pour soutenir les coopératives agricoles ou artisanales. Lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles et quartiers sur l'importance de l'autonomie et de la gestion communautaire. Participer à des échanges régionaux pour partager les bonnes pratiques et innovations avec d'autres pays africains. Investir dans la formation continue, en s'inspirant des modèles d'éducation technique réussis au Burkina Faso. Ce que le Burkina Faso a commencé n'est qu'une étincelle. Demain, elle peut embraser tout un continent. C'est à nous de saisir cette chance, de ne plus attendre et d'offrir au monde une Afrique souveraine, unie, respectée. Alors, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se relever sans l'Occident. La vraie question est, serons-nous, chacun à notre place, les bâtisseurs de ce nouveau chapitre, ou regarderons-nous passer l'histoire ?